Mais d'après moi, c'est une erreur. C'est une erreur, et souvent je le dis, dans le sens, à chaque financement que vous faites, il ne faut pas se fier à une seule offre, quoi. Enfin, c'est comme tout. Et on se rend compte que quand tu veux tout faire, en fait, tu fais jamais rien de bien. Ouais, exact, Vraiment. Exact. Et il y en a beaucoup, dans le courtage d'ailleurs immobilier, et j'ai toujours un peu regretté ça, des courtiers indépendants qui font tout. Qui s'occupent de la vente, et d'un coup, après la vente, ils s'occupent du financement, ils s'occupent de l'assurance, puis tu te dis, bon, bah, tu peux pas tout savoir, tu peux pas tout faire. Et ça, j'ai jamais vraiment compris. Quand tu vois qu'en l'espace de 6 mois, c'est ce qui s'est passé l'année passée, hein, Ouais. on est passé de 0,9 à 3,3%, j'ai envie de te dire que peut-être le 5 il est un peu élevé. Certes, j'ai envie de te dire on pourrait s'arrêter aujourd'hui à un calcul à 4%. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Livio de Plus SA. Salut Livio. Ciao Edouard. Merci beaucoup d'avoir accepté en tout cas de faire le podcast. Merci à toi de nous avoir proposé cet échange. On va parler aujourd'hui financement hypothécaire. Oui. Un petit peu aussi création de business, tout Bien ça, sûr. comment tu as commencé. Ouais. On commence plutôt par la partie financement. Oui. Raconte-nous du coup comment est-ce que, si je me trompe pas, hein, j'ai regardé un petit peu sur le site, Ouais. tu as commencé planificateur financier, après tu Juste. t'es un peu réorienté. Oui. Explique-nous un peu d'où tu viens. Ben écoute, en fait, j'ai la chance avec mes associés d'avoir un petit peu toujours gravité dans le monde de la finance. On a commencé très tôt à travailler pour certaines entreprises qui étaient plus spécialisées puis axées planification financière. C'est là où on a fait un petit peu nos armes en étant un peu plus jeune. Et c'est vrai que au fur et à mesure du temps qui passe, tu te rends compte que t'es pas plus bête que les autres et que tu es aussi capable en fin de compte de créer une entreprise. C'est ce qu'on a fait il y a 10 ans en arrière avec 3 autres de mes associés à la base, un 4e nous a rejoint par la suite. On était effectivement au début beaucoup plus axé planification financière parce que c'est ce qu'on maîtrisait le mieux en fin de compte. On gérait des fois des hypothèques pour nos clients qui nous demandaient de le faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis en place un peu plus tard. Du coup, effectivement, on a commencé en tant que planificateur et puis, par la force des choses, on se rendait compte que les clients venaient aussi chez nous pour toute la partie financement hypothécaire. On le faisait très bien. Puis à un certain moment, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que à ce niveau-là, on a quand même une demande. À l'époque, une société phare tenait un petit peu le marché à elle toute seule. Puis on s'est dit, bon, ils sont seuls sur le marché, pourquoi pas un petit peu leur faire du coude? Et c'est vrai qu'on a eu une opportunité de rentrer sur le marché à un moment donné. Et grosso modo, on a réussi à prendre le train en marche, comme on dit, puis à s'enfiler dans cette brèche du financement. On a créé une société, une des sociétés filles de Plus SA, donc qui s'appelle Plus Financement Immobilier. On a recruté des personnes super avec lesquelles on travaille encore aujourd'hui. Et on a créé la marque Plus Financement Immobilier, qui elle est principalement active au niveau du courtage hypothécaire. Et depuis maintenant 7 ans. On a eu la chance en route également de pouvoir développer aussi d'autres services. On pourra d'ailleurs en discuter après avec plaisir. Ok. Ça veut dire que alors Plus financement hypothécaire a été créé il y a 7 ans, Ouais, il y a 7 ans. mais Plus c'est ça C'est ça groupe depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Depuis ok. 10 ans, Magnifique. effectivement. Ok. Explique-nous rapidement tout ce que vous faites. Alors, grosso modo, à la base, on fait de la planification financière, ça Ouais. je te le dis. Une année après la création de Plus SA, j'ai eu la chance de rencontrer mon associé qui a développé toute la partie fiscale sous Plus fiduciaire. Donc, on a aussi une marque aujourd'hui, Plus fiduciaire. On a des comptables, des fiscalistes qui s'occupent de toute la partie fiscale, Ok. tant bien pour un privé que pour un professionnel. Mhm. Puis c'est vrai que on s'est rencontrés par opportunité au final. J'ai un de mes anciens profs du brevet à l'époque qui m'a dit, écoute, j'ai un gars bien à te présenter qui sort de fiduciaire, il faut que tu le rencontres. J'ai dit ok, avec plaisir. Puis j'ai fait la connaissance de Carlo, qui lui est aujourd'hui un de mes associés du groupe Plus SA et qui a développé la marque Plus Fiduciaire. Et qui a été mon prof d'ailleurs. Ouais, c'est juste, Bon, ouais, tu me l'as dit la dernière fois. C'est un bon prof, Carlo. Non, et puis c'est vrai que au fil du temps, on a réussi en fin de compte à attirer des super profils. Et aujourd'hui, sans rougir, je peux te dire franchement qu'on peut proposer un service vraiment à 360 degrés. Dans le sens où on a également un service qui s'occupe de toute la partie entreprise, pour des entrepreneurs qui cherchent peut-être à optimiser leur caisse de pension, leur assurance de personnel, etc. Donc on a vraiment un service à 360 degrés, que ça soit tant pour le privé que pour le professionnel. Ok. Et pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, là, explique-nous en 2 mots là, ce que fait concrètement le courtier en financement. On va s'intéresser plutôt au financement hypothécaire, du coup. Parfait. Écoute, c'est relativement simple. Un client qui vient chez nous, en premier entretien, on va faire un scan de sa situation financière. Très rapidement, en lui disant, grosso modo, qu'est-ce qu'il peut se permettre?
qu'est-ce qu'il ne peut pas se permettre. Et du coup, à partir de ce premier rendez-vous, le client, on va dire, il sait exactement où aller par rapport à sa situation financière. Ouais. Donc, soit il vient chez nous avec un objet qu'il a déjà vu, qu'il a déjà visité, sur lequel il a envie de se positionner. Dans ce cas-là, grosso modo, après le rendez-vous, on va s'occuper de monter son dossier de la manière la plus intéressante et optimisée possible. Donc, dans le sens, notre job, c'est pas simplement de cumuler des papiers puis de les envoyer au banquier. Sinon, on n'aurait aucune raison d'être. Mais notre job est quand même d'aller un peu plus loin, d'apporter des idées, des feedbacks aussi aux clients et des inputs par rapport un petit peu à sa façon d'imaginer son montage au niveau de son financement. Donc, on monte son dossier de financement très rapidement. On essaie d'être rapide aussi à ce niveau-là. Et grosso modo, on va challenger les établissements qui, pour nous, vont être les plus intéressants par rapport à la situation financière de notre client. Et c'est vrai que, grosso modo, après une semaine, on est à même de pouvoir lui apporter 3, 4, 5 offres de financement, en fonction, bien sûr, de la demande et de la situation financière du client. Et c'est vrai que, grosso modo, un client vient nous voir la semaine 1, la semaine 2, il a ses différentes offres de financement et les choses vont très vite par la suite. On lui présente lors d'un deuxième entretien les différentes offres qu'on a. Puis sur cette base-là, on se met d'accord et puis let's go. Vous avez combien de partenaires maintenant? Écoute, j'ai envie de te dire, on travaille avec tout le monde aujourd'hui. Quels sont plutôt les partenaires avec lesquels on ne travaille pas? J'ai envie de te dire, mais on n'en a pas. Nous, on travaille vraiment avec tout le monde, que ce soit des fonds immobiliers, des caisses de pension qui proposent du financement, des banques, des compagnies d'assurance. Donc c'est vrai qu'on travaille vraiment avec toutes les plus grandes institutions de la place. C'est lesquelles qui ont les meilleures conditions? C'est une bonne question. Écoute, meilleures conditions. Tu sais, avec aujourd'hui l'expérience quand même qu'on a, on se rend compte que chaque dossier est à appréhender les uns après les autres, dans le sens où tout va dépendre en fin de compte du profil du client. Ouais. On peut avoir un profil qui va plus plaire à un établissement et un autre profil qui va peut-être moins plaire à ce même établissement. Et c'est vrai qu'avec l'expérience qu'on a et la chance d'avoir les collaborateurs qu'on a aujourd'hui, on sait exactement quels vont être les banques ou bons moments qui vont être plus intéressants sur le marché. Ouais. Autant par cycle, ça peut être la banque X, autant par un autre cycle, ça peut être la banque Y. Sans forcément donner de nom, pour des situations qui sont exceptionnelles, avec des profils qui sont ultra VIP, on bosse avec des banques privées aussi. Donc c'est vrai que c'est par cycle, c'est dépendamment de la situation financière du client. Et puis, est-ce que tu es d'accord avec le fait que quelqu'un qui va choisir son financement, oui, il ne doit pas uniquement s'intéresser au taux qu'il va obtenir? C'est souvent l'erreur qu'on fait, et je le répète dans plein de vidéos, parce que les gens me disent, ouais, alors lui, j'étais à 2,5, lui, j'étais à 2,3, c'est mieux. Tu prêches un convaincu. Ouais. Voilà. Il y a plein de conditions à prendre en compte dans un financement. Écoute, honnêtement, je pense que tu mets le doigt aujourd'hui sur le nerf de la guerre. Un client cherche aujourd'hui toujours le meilleur taux, mais le meilleur taux, ça veut dire quoi? Réellement. Moi, je préfère parler en termes de fonds propres, déjà pour commencer. Parce que quand un client vient nous voir, déjà, il ne sait pas que peut-être il ne peut mettre que 10% de fonds propres, par rapport à 20% de fonds propres que le client est persuadé de devoir mettre par rapport à son financement. Et donc, déjà, quand tu lui amènes, en fin de compte, une information, lui disant, écoute, tu sais quoi, stop, on parle de taux, ok, mais là, regarde, tu voulais investir 400 000 francs, moi, je te propose d'en investir que 200 000 pour un résultat au niveau de ta fiscalité qui va être 10 fois plus intéressant. Ouais. Et c'est vrai que les clients, au final, ils voient quoi aujourd'hui? Les clients sont bombardés de spam, d'informations sur le taux à gauche, à droite. Et j'ai envie de te dire, mais non, pour moi, le taux, il est concrètement secondaire par rapport au montage du dossier qu'on peut apporter à un client. Ouais. Donc, d'ailleurs, par rapport à ça, souvent, alors, parce que moi, je dis que la dette, elle est intéressante en Suisse. On va pas se mentir. C'est intéressant d'être endetté. Le système, il est fait pour ça. Oui. Mais souvent, on me dit, les gens surtout qui sont pas convaincus, c'est en gros, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, ok, fiscalement, tu as des intérêts à être endetté, mais tu te vides une poche à la place de l'autre, quoi. Parce qu'au lieu d'aller enrichir la banque par tu vas t'enrichir la banque au lieu d'enrichir l'État. Pour moi, faut pas s'arrêter là, quoi. Non, clairement. Et c'est vrai que les clients, tu sais, je pense, sont leur en vouloir. Ils n'ont pas les connaissances. Ouais. Dans le sens, un client qui vient nous voir, on lui a donné une information qui n'est pas forcément correcte. On lui donne des informations qui ne sont pas tangibles. Et le client, il vient avec toutes ces questions en même temps et puis il se dit, OK, moi j'ai envie d'avoir la plus petite dette possible, j'ai pas envie d'être endetté, etc. Alors que peut-être le client, c'est pas que ses intérêts hypothécaires, on va pouvoir les déduire. Le client ne sait pas que par rapport à son amortissement, il va pouvoir mettre en place des comptes 3 ou des polices 3 qu'il va pouvoir déduire fiscalement parlant. Le client, il ne sait même pas peut-être qu'il va pouvoir faire des rachats dans sa caisse de pension. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que un client il vient chez nous et puis il est figé sur une façon de voir les choses et puis nous on va lui dire attends tu sais quoi? On va t'apporter une autre vision de voir ton financement de demain. Puis quand on lui explique en fin de compte la panoramique de toutes les choses qu'il peut faire, il se dit ah ouais effectivement là c'est bon j'ai compris et puis on va de cette manière. Ouais, ah non, magnifique. Là, aujourd'hui, vous avez un service quand même super complet là, chez Plus. Oui. Vous êtes combien en tout? Écoute, si on compte les apprentis, on est 33. 33 quand même. Ouais, 33. Okay. Ouais, vous êtes là, on est à Lausanne. On est à Lausanne. Alors écoute, on est à Lausanne, c'est le siège principal. On a ouvert Neuchâtel, Fribourg et Genève l'année passée. Ok. Et le Valais, c'est tombé. Alors, Valais, c'est toujours le pauvre de... Écoute, franchement, vu que tu me poses la question, Edouard, je vais te répondre. Le Valais, on a essayé d'ouvrir le Valais, mais c'est vrai que voilà, le Valais pour moi c'est une région que j'adore. Hein. Je vais souvent au Valais, j'ai beaucoup d'amis valaisans, mais c'est vrai que voilà, le Valais c'est peut-être une approche aujourd'hui qui est un petit peu différente. Une compréhension du marché, des prix qui sont de toute façon pas les mêmes que sur le canton de Vaud, Genève, etc. Alors je dis pas que notre service peut pas marcher en Valais, je pense qu'il peut marcher, mais peut-être appréhendé de manière différente. Ouais. Mais on a des clients valaisans, moi j'ai des clients valaisans, ça me fait toujours plaisir d'aller en Valais, donc c'est pas un problème. Ok, d'accord. Moi je me dis que peut-être en Valais, les gens sont trop habitués avec la banque du village, ils connaissent depuis toujours. Tu sais quoi? Et peu importe si le taux il est 3 fois supérieur. Mais tu sais quoi, c'est vrai. En fait, on se rend compte que la mentalité que certaines personnes encore ont en Valais, c'est la mentalité qu'on avait dans le canton de Vaud peut-être il y a 10-15 ans à l'époque, allez en arrière, où les personnes disaient attends ouais mais moi j'ai mon conseiller, je vais d'abord lui poser la question et puis après on verra. Et puis du coup c'est vrai qu'aujourd'hui les clients sont beaucoup plus challenging, en tout cas dans notre région, que ce soit Genève, Lausanne, Fribourg aussi, les mentalités ont bien changé. Puis même s'ils ont un banquier avec lequel ils s'entendent bien, de base, aujourd'hui, ils ont quand même envie de dire ouais, mais attends, tu peux avoir quoi comme offre? Bien sûr. Alors qu'en Valais, franchement, mais pas plus tard que le mois dernier, même chose, quoi. Je dis ah non, mais j'ai mon conseiller à la DCVS, je m'entends bien avec. tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que ça doit venir du client. Je peux pas forcer un client, et on le fait de toute façon pas, lui dire non, stop, c'est moi, c'est non. Ok, s'il me dit écoute, moi j'ai mon conseiller à la BCVS, et c'est lui, je dis ok. Pas de problème, fais-le. Donc on a effectivement cette mentalité qui est en fin de compte un peu plus persistante. Ouais, mais d'après moi, c'est une erreur. C'est une erreur, et souvent je le dis, dans le sens, à chaque financement que vous faites, il ne faut pas se fier à une seule offre. C'est comme tout. Mais tu sais, en plus de ça, au-delà de la même offre, moi j'ai même envie d'aller plus loin, c'est qu'on se rend compte des fois que les gens manquent de fantaisie par rapport à leur financement. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ils ont cette idée en tête figée de dire ouais, mais je vais mettre 20%, je vais mettre 30%, et puis sans aucune idée derrière, et surtout sans avoir analysé leur propre situation, parce que personne forcément le fait. Donc de leur propre chef plein gré, ils vont voir leur banquier, puis le banquier simplement, il se contente de faire ce que demande le client. Tu vois ce que je veux dire? Alors le banquier fait bien son job. Mais au final, moi, un client qui vient me voir, qui me dit attends, non, moi je vais mettre 20%, je dis attends, stop. Si tu viens me voir, c'est parce que je suis là pour t'apporter une plus-value, pour t'apporter un conseil. Sinon, tu vas voir ton banquier, tu n'as pas besoin de venir me voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, notre rôle, il est hyper important. Et puis, le client doit le comprendre. Si un client vient nous voir, c'est pour pouvoir lui apporter un conseil global par rapport à sa situation financière. Sinon, il ne va pas venir nous voir. Exactement. D'ailleurs, par rapport à ça, donc vous arrêtez pas seulement au financement, comme on l'a vu. C'est pas compliqué de gérer toutes ces activités en même temps? Ou comment vous les avez développées? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'à ce niveau-là, on a su faire les choses correctement. Comme je l'ai dit en début de notre entretien, on a eu la chance de pouvoir rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Dans le sens où j'ai des notions fiscales, j'ai des notions patrimoniales, mais je ne suis pas fiscaliste. J'ai la chance de travailler aujourd'hui avec des fiscalistes, j'ai la chance de travailler avec des professionnels de différents domaines dans notre société, dans notre groupe. Et c'est vrai que quand j'ai un client face à moi qui a besoin d'informations qui sont pointues, précises, je vais simplement faire appel à mes experts et à mes associés dans différents domaines pour leur dire, écoute, j'ai un client, il est là, il a besoin d'informations, et je passe simplement le client plus loin. Le client a une porte d'entrée et un service à 362 avec des experts. Oh, magnifique, c'est exactement, on en parlait avant d'ailleurs, c'est le problème que j'ai maintenant, c'est de se dire, voilà, personne n'est spécialisé partout, et puis c'est important de se faire entourer des bonnes personnes. Écoute, je pense que
par expérience, nous qui avons travaillé, quand je parle de nous, c'est certains de mes associés, on a travaillé par le passé dans différentes sociétés qui proposaient un petit peu tous les services et rien à la fois. Et on se rend compte que quand tu veux tout faire, en fait, tu fais jamais rien de bien. Vraiment. Exact. Parce que tu n'as pas le temps de te spécialiser dans un domaine, que tu dois rebondir dans un autre, tu n'as pas suffisamment de connaissances approfondies dans un domaine clé, et du coup, le client peut vite le sentir, le voir par rapport à ton insécurité dans ton conseil. Et à un certain moment, on s'est dit, mais attends, on doit faire quoi? Et c'est vrai que je te disais que qu'on a rencontré les personnes au bon moment de notre équipe. Et c'est vrai qu'à un certain moment, sans rougir, je peux le dire aujourd'hui, on est, je pense, un des seuls groupes sur le marché aujourd'hui capable d'offrir un service professionnel avec des vrais professionnels derrière leur bureau et leur téléphone. Exact. Et il y en a beaucoup dans le courtage d'ailleurs immobilier. Et j'ai toujours un peu regretté ça. Des courtiers indépendants qui font tout. Qui s'occupent de la vente et d'un coup, après la vente, ils s'occupent du financement, ils s'occupent de l'assurance. Puis tu te dis, bon, tu peux pas tout savoir, tu peux pas tout faire. Et ça, j'ai jamais vraiment compris. Écoute, au-delà de pas tout savoir faire, pour moi, le gros problème que j'ai, c'est que le conseil pour moi est totalement opaque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Explique-moi quelle est la transparence que tu amènes à un client si, en tant que société, tu lui vends son appartement et tu t'occupes de son hypothèque en même temps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il a quoi comme il va avoir quoi comme levier par rapport à une discussion qu'il peut avoir avec le propriétaire, typiquement sur le prix du bien? Aucune, à mon sens. Bien sûr. Et pour moi, il faut quand même être prudent parce qu'un client, s'il vient me voir, moi je suis totalement indépendant de n'importe quel groupe sur le marché aujourd'hui et je suis là justement pour lui dire, tu sais quoi, peut-être ton objet, il est un peu trop cher. Ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un conflit d'intérêt. Il y a un énorme conflit d'intérêt. Donc à ce niveau-là, non, je suis pas. Je trouve que c'est pas forcément intéressant pour les clients. Ouais. Mais du coup, ne propose pas de courtage immobilier. Est-ce que vous avez dans l'optique d'un jour faire ça? Pas du tout. Non. D'ailleurs, pour les courtiers immobiliers qui m'écoutent, vous pouvez être rassurés. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est grâce aux courtiers immobiliers, hein, réellement. En plus, ouais. Sans rougir là aussi, qu'on connaît aujourd'hui le petit succès qu'on a sur le marché. Et c'est vrai que je pense que chacun doit rester à sa place dans son domaine qu'il maîtrise. Bien sûr. Au contraire, si moi demain je peux passer un lead à un de mes confrères au niveau du courtage, moi je le fais avec grand plaisir, mais de là à proposer un service en courtage immobilier, non. Ça ne fait pas partie de notre développement. Dans les financements immobiliers, vous financez quoi en priorité? C'est quand même la majorité des cas, c'est résidence principale, acquisition normale, une fois dans une vie. Résidence principale, on fait de plus en plus de résidences secondaires, on fait aussi beaucoup de résidences de rendement, énormément. Écoute, tu vois, cette année, ça fera 10 ans qu'on a créé le groupe quand même, et c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui sont fidèles. On a eu un turnover au niveau de notre personnel qui est faible, très faible, ces dernières années. Donc c'est vrai que les personnes, les conseillers qu'on a chez nous restent, se sentent à l'aise, se sentent bien. Et du coup, on a une clientèle qui revient de plus en plus fréquemment, qui est contente du service. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on les voit, on les a vus il y a peut-être 5 ans pour leur résidence principale, on les voit aujourd'hui pour leur résidence secondaire. Donc, non, c'est top. Ok, magnifique. C'est quoi l'objet le plus spécial que tu as financé jusqu'à aujourd'hui? Et du coup, vous faites du financement. Écoute, alors, objet spécial. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez traditionnel. Donc, c'est vrai que les financements que je fais, ça a toujours été des jolis financements. Alors, pour des montants qui ont été, pour la plupart du temps, des fois très importants. Pour les montages spécifiques, j'ai mes associés qui sont très forts pour ça, notamment SK, un de mes associés, puis Diego aussi, qui font des montages spécifiques. Après, en termes de montants, on a la chance effectivement aussi d'avoir une belle clientèle. On a financé, j'ai un de mes associés qui a financé le mois passé une maison à plus de 10 millions. Donc, c'est vrai que on a une belle clientèle aujourd'hui, on essaie de pouvoir s'en occuper le mieux possible. Mais après, c'est clair qu'il y a des montages qui sont particuliers, qui doivent être pris en considération, avec des situations peut-être en Suisse, à l'étranger, avec des sociétés, bref, tu dois pouvoir aujourd'hui être armé pour répondre à cette demande-là aussi. Ouais, absolument. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses alors, pour quelqu'un qui est dans le domaine tous les jours et qui fait ce calcul tous les jours, qu'est-ce que tu penses du calcul qui est assez conservateur quand même? Des banques exigeaient pas, FINMA, c'est 5%, c'est fonds propres, là, c'est bonne idée ou pas? Parce qu'en France, c'est très différent. Tu sais, je vais te dire un truc. L'année passée, on a eu une année qui a été quand même très, très challenging. Hein. Pour rappel, on est passé, grosso modo, en décembre
2021, on était encore sur des taux à 10 ans à 0,95. Ouais. D'accord? Et le 15 janvier, pour mémoire, je pense qu'on était déjà quasiment à 1,5, 1,4, 1,5. Ouais. Donc, en l'espace d'un mois, les taux ont pris 50, 60 points. On est arrivé au pic que j'ai vu l'année passée en termes de taux. On était arrivé à 3,30. Quand même. Donc là, on parle à 10 ans. Hein. À 10 ans. Ouais. Donc, pour revenir à la question que tu me poses, au niveau des calculs, à 5%, quand tu vois qu'en l'espace de 6 mois, c'est ce qui s'est passé l'année passée, hein, on est passé de 0,9 à 3,3%, j'ai envie de te dire que peut-être le 5, il est un peu élevé. Certes, j'ai envie de te dire, on pourrait s'arrêter aujourd'hui à un calcul à 4%. Mais après, voilà, les choses ont quand même très rapidement évolué et on a quand même passé une année 2022 dans l'incertitude complète. Ouais, c'est clair. Sorti d'un Covid qui nous a obligés à nous enfermer chez nous pendant des mois. Est-ce qu'on l'aurait imaginé? Ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr. des fois, on a tendance à dire ouais, mais ils sont trop durs au niveau de leur taux de calcul théorique. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? On a vécu 2-3 ans quand même de situations ultra compliquées un petit peu à tous les niveaux. Le 5%, pour moi, je pense qu'il est un petit peu trop dur, mais en même temps, voilà, la banque, elle est là aussi pour protéger le client, pour faire en sorte que le client puisse continuer à être propriétaire tout au long de sa vie. Hein. Ah, moi je dis que, et d'ailleurs je pense, après c'est mon avis, hein, mais que on va pas confronter une vague de vente aux enchères en Suisse grâce à ce calcul des 5%. Ouais, c'est vrai. Et donc effectivement, ça sauve vraiment les gens. Non, mais clairement, et je remercie aussi à ce niveau-là, en fin de compte, les banques et les banquiers, j'entends qu'ils font très bien leur travail à ce niveau-là. Mais à un certain moment, notre job, c'est de pouvoir protéger un client contre toute problématique externe par rapport à sa situation financière. Donc, et c'est aussi pour cette raison qu'on a, à mon avis, une position forte au niveau financier en Suisse. Ouais. Et est-ce qu'avec ton expérience du coup dans le financement, en 7 ans maintenant, est-ce que tu as senti un durcissement des conditions de financement, d'octroi, de crédit? Ou pas spécialement? Écoute, les banques un peu plus frileuses maintenant Franchement, on a eu une période l'année passée, on a une période l'année passée de 2-3 mois où les banques ont été un peu plus sévères en termes de valorisation. Ok. Et ça a duré quelques mois, quoi. Où les taux ont commencé à frôler les 3%. Là, les banques étaient quand même vachement plus conservatrices. On l'a vu sur des dossiers, on devait chaque fois pousser un peu plus, insister un peu plus en termes de pricing. Et c'est vrai que depuis, je veux dire quoi, fin octobre, début novembre, la plupart des établissements sont redevenus, on va dire, cléments et courtois au niveau de leur retenue et puis de leur valorisation sur les biens. Donc à ce niveau-là, ça a été un passage un petit peu l'année passée, mais là, non, pas trop de soucis à ce niveau-là. Ok, parce qu'il faut savoir que chaque banque, du coup, évalue chaque bien immobilier, chaque financement qu'elle fait, évidemment. Et c'est aussi pour protéger l'acheteur. Il achète un truc complètement démesuré. Tu sais quoi, je pense que là déjà, on a une incompréhension par rapport à ce que le client imagine et ce qu'il peut faire. Un client aujourd'hui, il pense que chaque banque propose grosso modo la même chose. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas s'arrêter à une seule offre. Voilà. Donc, il se dit, mais de toute façon, une hypothèque chez A ou chez B, grosso modo, c'est la même chose. Attends, non, stop, pas du tout. Déjà, d'une banque à une autre, les règles de tenue des charges et théoriques changent, premièrement. D'une banque à une autre, une banque va valoriser un bien de manière totalement différente qu'une autre. Et tu as même certaines banques qui aiment un profil plutôt qu'un autre. Donc, tu as tellement d'éléments qui changent par banque, sans parler de compagnie d'assurance, etc., que c'est clair, tu as des banques aujourd'hui qui vont être beaucoup plus pushy au niveau de la valorisation, d'autres banques qui vont être beaucoup plus pushy sur la tenue des charges. Donc, et ça, un client ne se rend juste même pas compte. Donc, non, c'est compliqué. 100%. Ce qui est super dans le financement immobilier, enfin dans le métier de courtier, c'est que vous êtes toujours en contact avec les acheteurs et les banques en permanence. Donc, vous voyez passablement de prix passer, l'évolution du marché en permanence. Du coup, vous avez une très très bonne vision et très objective du marché. C'est vrai. Et du coup, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que vous pensez, toi, à ton avis, qu'est-ce que tu penses de l'évolution
futur, ou comment est-ce que tu as vu changer les choses là, cette année dernière? Alors, c'est vrai que je le dis souvent parce qu'on a beaucoup de clients qui nous posent la question, beaucoup de professionnels de l'immobilier qui nous posent la question. Et c'est vrai que, bon, premièrement, on n'a pas de boule de cristal. Ouais. Ça, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on est en place sur le marché et c'est vrai que la demande est forte. Ouais. La demande est très forte. Et l'offre répond aujourd'hui toujours pas à la demande qui est faite sur le marché. Ouais. Et c'est une réalité. On a aujourd'hui des promotions, parce qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir piloter des promotions avec des professionnels de l'immobilier et des courtiers immobiliers, bref, voilà, en parallèle. Et c'est vrai que j'entends la plupart du temps, ça part très vite, les clients se positionnent rapidement. Ouais. Il y a vraiment une demande qui est soutenue aujourd'hui en Suisse. Et tant que cette demande elle sera soutenue et qu'on aura une offre qui répondra pas à la demande, ouais. J'entends les prix, soit ils stagneront, soit ils vont légèrement augmenter, mais on n'a pas eu réellement de baisse de pricing au niveau des biens dans la région. Après, j'entends, il y a région et région, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, tout à fait. Un client qui veut acheter dans l'hypercentre lausannois, j'entends, oui, les prix sont toujours plus chers, et puis voilà, il faut faire attention. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que je pense, et souvent j'en parle, c'est que c'est dur de comparer le marché immobilier suisse avec le marché immobilier de nos voisins, des États-Unis. Parce qu'il se passe des trucs aux États-Unis, certes les prix baissent, mais vous pouvez construire des maisons sur des centaines de milliers de mètres carrés. Enfin, vous n'avez pas de limite. La Suisse, c'est pas ça, quoi. Non, mais la Suisse, c'est quoi? La Suisse, c'est un petit pays. Ouais. Un petit pays qui est, je pense, l'un des pays les plus dynamiques au monde, avec une politique différente, avec une méthode financière qui est totalement différente, avec tout est différent en Suisse. Et du coup, nous, on l'a vu ces dernières années avec des sociétés qui veulent venir s'installer en Suisse et qui veulent proposer des manières peut-être anglo-saxonnes de travail ou de méthode de travail. Et c'est vrai qu'à un certain moment, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Suisse est un petit pays qui a ses habitudes, qui aime la proximité. Mmh. D'accord ? Ouais. Et ça, je pense que c'est une chance qu'on a aujourd'hui en Suisse, d'avoir aujourd'hui des gens qui aiment la proximité, qui aiment aller voir leur boulanger, qui aiment aller voir leur conseiller, et qui nous donnent la chance, pas seulement à nous, mais à d'autres artisans aussi qui gravitent dans notre domaine, de pouvoir avoir ces échanges. On parlera peut-être de digitalisation après, mais franchement, moi je le remarque tout le temps, un client qui vient nous voir, son feedback est toujours le même. C'est merci d'avoir pris le temps, merci de m'avoir expliqué, merci de nous donner la chance de nous rencontrer. On fait un job d'humain à humain, et pour moi, le Suisse aujourd'hui, il aime ça. C'est important. Autant la digitalisation, on en a besoin, je pense, pour certaines choses dans nos activités, mais je pense que la chance qu'on a en Suisse, c'est d'avoir, en fin de compte, cette mentalité qui permet de nous exprimer pleinement. 100% d'accord, oui. Donc, en termes de prix à long terme, en Suisse, ça devrait monter. Écoute, moi, je me dis à court terme, dur à dire, il se passe quand même beaucoup de choses, peut-être que ça stagne. Ouais. Quelqu'un qui achète aujourd'hui, dans 20 ans, je suis intimement convaincu en Suisse que ce sera plus cher que ce qu'il a payé aujourd'hui. Je pense que je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a la latte. Il y a la latte, parce qu'on est petit, parce qu'à un certain moment... c'est attractif. C'est attractif. Et j'entends, on a un pôle, la Suisse est un pôle de compétences tellement attractif aujourd'hui sur le marché à tous les niveaux. Je me dis que, je pense qu'effectivement, les prix dans 20 ans seront plus chers. Alors, peut-être pas, encore une fois, je pense pas que les prix vont doubler, tripler ou quadrupler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On a eu des années, moi, mes parents ont acheté leur maison en 2003, 500 000 francs. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, cette même maison, elle est évaluée à 1,2 million, 1,3 million. Ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, cette comparaison, je pense pas qu'elle va se reproduire de nouveau par deux. Ouais. Je veux dire, je pense pas que leur maison, dans 40 ans, elle vaudra 2 millions. Je pense qu'eux, ils pensaient pas qu'elle vaudrait 1 million. Jamais. Mais tu sais quoi? Regarde, on a eu la même surprise pour les acheteurs qui ont, en fin de compte, qui ont acheté cette période, le Covid. Ouais, c'est clair. On a eu beaucoup d'acheteurs qui ont acheté soit avant ou soit pendant le Covid. Ouais. Et droit derrière, dans certaines régions, encore une fois, leur maison ou leur appart, droit derrière après le Covid, je sens 10, 15, 20% de plus. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Dans les activités de plus,
Oui. Aujourd'hui, c'est quoi le plus compliqué pour développer vos affaires? Est-ce que c'est trouver des clients ou trouver des talents plutôt? Je pense honnêtement trouver des talents. Je pensais ça aussi. Bah, écoute, c'est vrai que tu mets le doigt sur un point important. Peut-être ce qui nous différencie, je pense, un des éléments qui nous différencie peut-être de la concurrence, réellement, c'est les personnes qui nous entourent. Et avec la chance qu'on a aujourd'hui à ce niveau-là, je peux dire qu'on a aujourd'hui, je sais plus c'est ça, et un petit peu à tous les domaines, je pourrais dire des talents, mais des gens qui ont compris notre philosophie, qui l'appliquent avec leur clientèle et se sentent bien avec cette philosophie. Dans le sens où on est une petite PME, une trentaine de personnes, on est sur le marché maintenant depuis 10 ans, on connaît la plupart des acteurs sur le marché, la plupart des acteurs nous connaissent, on a tissé des liens de confiance avec ces gens, ils connaissent notre activité, connaissent notre professionnalisme, et c'est vrai que ça, pour moi, c'est une valeur ajoutée. Et quand tu prends ça, tu le mixes ensemble et tu arrives à trouver un collaborateur qui réussit à l'appliquer, ben, c'est goal. Donc, et c'est vrai, encore une fois, on travaille chez nous, j'ai pas envie de dire à l'américaine, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on a une manière de travailler détendue, on a une super ambiance de travail, les personnes se sentent à l'aise. Quand on doit bosser, on bosse, quand on fait la fête, on sait bien faire la fête aussi. Et c'est vrai voilà, que cette façon de travailler permet effectivement d'attirer ou alors d'éloigner peut-être certains profils, dire ah non, moi, je veux quelque chose de ultra carré, je veux commencer à 8h et finir à 17h00. Donc voilà, c'est très spécifique, mais effectivement, pour répondre à ta question, les talents, Ouais, j'ai pensé. Merci beaucoup pour le podcast, vraiment. Super intéressant. Merci à toi, Edouard. Merci de m'avoir donné la chance de pouvoir présenter un petit peu le groupe, quoi. On mettra ça. Tu penses jamais à dans 10 ans. Effectivement. Parce que tu penses même pas que dans 10 ans, tu seras peut-être encore là. Okay, quand tu lances ton business, tu réfléchis à comment tu vas faire en sorte de clôturer ta première année de bilan. Quand tu as fini de clôturer ta première année, tu réfléchis à comment tu vas lancer ta deuxième et faire en sorte qu'elle soit meilleure que la première, et ainsi de suite.